Le maîtriser, c'est ce qui fait toute la différence entre une prescription qui sauve et une erreur qui peut être fatale. C'est vraiment le cœur de la responsabilité d'un praticien. Et voilà la promesse que je fais aujourd'hui. Il y a un terme, un seul à retenir, l'effet plafond. Ça a l'air un peu technique comme ça, je sais, mais croyez-moi, à la fin de cette explication, on verra ensemble que c'est la clé qui explique toute la sécurité des anxiolytiques modernes. C'est un peu notre mystère du jour à résoudre. Alors, voilà notre plan de route. D'abord, on pose le diagnostic, le moteur qui s'emballe. Ensuite, on explore les deux options. Réparer le régulateur de vitesse avec la sérotonine ou alors utiliser l'assistance au freinage avec le GABA. On verra aussi l'outil qu'il ne faut jamais utiliser, la masse. Puis, on regardera la courbe de sécurité, celle qui sauve des vies. Et on terminera par le choix du mécanicien. C'est parti ? Ok, on commence par le début, le diagnostic. Pour vraiment piger ce qui se passe dans l'anxiété, on va oublier les schémas compliqués. On va imaginer le cerveau comme le moteur d'une voiture de sport. Un moteur qui serait devenu complètement fou. Ce moteur des émotions, dans le jargon, c'est le système limbique. Et là, chez le patient anxieux, il est en surchauffe totale. Quand on ouvre le capot, le diagnostic est clair. 2 pannes majeures. Primo, le niveau de liquide de frein, notre GABA, est au plus bas. Et deuxio, le régulateur de vitesse, la sérotonine, est complètement cassé. Résultat, la voiture fonce, pied au plancher, sans aucun contrôle. Bon, face à ce chaos, le mécanicien a 2 approches, 2 boîtes à outils bien distinctes. D'un côté, il y a la réparation de fond, on s'attaque à la cause, le régulateur de vitesse. C'est plus lent, c'est sûr, mais c'est fait pour durer. Et de l'autre côté, il y a l'intervention d'urgence, on va booster les freins pour éviter le crash imminent. C'est immédiat, ça soulage tout de suite, mais ça ne répare absolument rien. Alors, la grande question, c'est par où on commence ? Est-ce qu'on se concentre sur la réparation durable, au risque que la voiture se crache avant, ou est-ce qu'on gère l'urgence pour éviter l'accident, quitte à repousser la vraie réparation ? Allez, commençons par la stratégie la plus intelligente à long terme. Première option sur la table, donc la réparation de fond. On va s'attaquer au fameux régulateur de vitesse défaillant en passant par la voie de la sérotonine. L'objectif ici, c'est clair, une solution durable. Alors pour bien comprendre, on va prendre une autre image. Imaginez que la sérotonine, c'est comme des confettis de bonne humeur qu'un neurone envoie à un autre. Le problème chez la personne anxieuse, c'est qu'il y a une sorte d'aspirateur super puissant, le transporteur certes, qui est beaucoup trop efficace. Il aspire les confettis quasi instantanément. Du coup, ils n'ont même pas le temps de transmettre leur message de bien-être. C'est un peu comme si la fête était finie avant même d'avoir commencé. La solution, logiquement, c'est quoi ? C'est de mettre des bouchons sur cet aspirateur. Et c'est exactement ce que font les médicaments qu'on appelle les ISRS, comme la sertraline ou l'escitalopram. Ils agissent comme des petits bouchons moléculaires qui viennent bloquer l'aspirateur, certes. Et le résultat est mécanique. Les confettis de sérotonine peuvent enfin s'accumuler dans la synapse, le message de bien-être passe beaucoup mieux, et petit à petit, le régulateur de vitesse se répare. Mais attention, le point crucial ici, c'est le timing. Cette réparation est super efficace, oui, mais elle est lente. Il faut compter plusieurs semaines avant que le niveau de sérotonine se stabilise vraiment et que les effets se fassent sentir. C'est un vrai marathon, pas un sprint. Ok, donc la réparation de fond est lancée, c'est super. Sauf que, en attendant, la voiture, elle, continue de foncer à 200 à l'heure. Le mur se rapproche dangereusement. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, maintenant, pour éviter le crash. Il nous faut une solution d'urgence et vite. Et c'est là qu'on ouvre notre deuxième boîte à outils, celle de l'intervention d'urgence. Pour l'instant, on oublie la réparation à long terme. La priorité, c'est de freiner. Et pour ça, on va prendre l'autoroute du GABA. Là, on change complètement de mission. On ne pense plus à dans 3 semaines, on pense à dans 3 secondes. L'unique objectif, éviter le crash. Et l'outil pour ça, c'est une sorte d'assistance au freinage surpuissante, les benzodiazépines. Leur cible, la pédale de frein de notre cerveau, le récepteur GABA-A. Et attention, le mécanisme est super subtil, c'est vraiment de l'horlogerie. Les benzodiazépines, ce n'est pas du GABA. Elles ne peuvent pas appuyer sur la pédale de frein toute seule. En fait, ce sont ce qu'on appelle des modulateurs allostériques positifs. Pensez à un cerveau-frein dans une voiture. Le cerveau-frein, il ne fait rien tout seul. Mais dès que le conducteur pose le pied sur la pédale, même à peine, le cerveau-frein démultiplie la force de freinage. C'est pareil ici. Le GABA appuie un peu et la benzo amplifie l'effet de manière spectaculaire. C'est une sécurité absolument fondamentale. Alors comment ça marche concrètement, ce cerveau-frein ? C'est le détail qui fait toute la différence et qu'il faut absolument retenir. Les benzodiazépines, elles augmentent la fréquence d'ouverture du canal. Imaginez un tap-tap-tap-tap très rapide sur la pédale de frein. Chaque petit coup laisse entrer un peu d'ion chlorure. Et c'est l'accumulation de ces petits coups qui crée un freinage puissant, mais qui reste contrôlé. On parle bien de fréquence et pas de durée. C'est crucial.
Le bilan est donc clair. C'est un contrôle immédiat, mais ça reste en surface. Ça ne répare rien du tout, ça gère juste le symptôme en attendant. C'est une assistance élégante, efficace. Mais, et s'il existait une autre façon d'agir sur cette pédale de frein? Une méthode beaucoup plus brutale? On entre maintenant dans le coin sombre de l'atelier. On va parler de l'outil qu'un bon mécanicien ne devrait jamais, au grand jamais, utiliser pour un travail de précision. La masse. En pharmacologie, cette masse, ce sont les barbituriques. Regardez, le contraste est flagrant. D'un côté, on a la clé dynamométrique, l'outil de précision qui assiste, c'est la benzodiazépine. Et de l'autre, on a la masse, l'outil de la force brute, c'est le barbiturique. Ils agissent tous les deux sur le même récepteur GABA-A, mais leur façon de faire est radicalement opposée. Et cette différence, ce n'est pas un détail, c'est une question de vie ou de mort. Et voici le point qui explique tout. On a dit benzose, augmentation de la fréquence. Eh bien, les barbituriques, eux, c'est la durée. Ils ne font pas de tap-tap-tap. Eux, c'est comme s'ils posaient une brique sur la pédale de frein et la maintenaient enfoncée. Pire encore, à haute dose, ils n'ont même plus besoin du GABA pour agir. Le canal reste bloqué en position ouverte, la voiture s'arrête net et avec elle, le tronc cérébral qui commande la respiration. C'est ça le mécanisme fatal. Cette différence énorme de mécanisme, elle a une conséquence directe et visible sur la sécurité des patients. Et le mieux, c'est qu'on peut la visualiser sur une simple courbe. C'est cette courbe qui justifie à elle seule pourquoi on a changé toute notre façon de traiter l'anxiété. Regardez bien ce graphique. En rouge, c'est la courbe des benzodiazépines. On voit que plus on augmente la dose, plus l'effet augmente, mais seulement jusqu'à un certain point. Ensuite, la courbe s'aplatit. Ça y est, on y est. C'est ça, le fameux effet plafond. Et pourquoi? C'est simple, parce que les benzos ont besoin du GABA pour agir. Une fois que tout le GABA disponible est utilisé, eh bien l'effet stagne. Il ne peut plus augmenter. En revanche, regardez la courbe des barbituriques. C'est une ligne droite qui monte, tout droit vers le coma et la mort. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont besoin de personne. Plus on en met, plus l'effet est profond, sans aucune limite. On arrive donc au moment décisif, le choix du mécanicien. Maintenant qu'on a toutes ces informations en main, comment est-ce qu'on choisit le bon outil au bon moment? En fait, ce tableau résume parfaitement la situation. Pour la réparation de fond du régulateur de vitesse, on a la voie de la sérotonine avec les ISRS. C'est notre clé à molette. Un travail lent, mais sûr et qui dure. Pour gérer l'urgence, l'incendie, on a la voie du GABA avec les benzodiazépines. C'est l'extincteur. Rapide, efficace, mais ça ne règle pas le problème à la source. Et puis, il y a les barbituriques. La brique sur la pédale de frein. Un outil dangereux, obsolète pour l'anxiété et qu'on n'utilise plus. La leçon, c'est que la pharmacologie, c'est un art de la précision, pas de la force brute. Voilà, notre patient est maintenant stabilisé, la crise est passée et la réparation de fond a commencé. Mais très souvent, un autre problème pointe le bout de son nez, l'insomnie. Pour la traiter, on utilise des outils qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on vient de voir, mais avec des cibles et des objectifs un peu différents. Alors, est-ce que ça intéresse quelqu'un d'ouvrir l'atelier des hypnotiques? On attend les retours pour savoir si on se lance dans le prochain chapitre.